Deuxième couplet, le premier des trois esprits. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que, regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les 4 quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors elle s'arrêta. Minuit. Il était 2 heures passées quand il s'était couché. L'horloge allait donc mal. Un glaçon devait s'être introduit dans les rouages. Minuit. Scrooge toucha le ressort de sa montre à répétition, puis corrigea l'erreur de cette horloge qui allait tout de travers. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment ? Il n'est pas possible, dit Scrooge, que j'ai dormi tout un jour et une partie d'une seconde nuit. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. » Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta à bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir rien voir. Et encore, il ne put pas voir grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que le brouillard était toujours très épais. Il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens aller et venir et faire grand bruit, comme cela aurait indubitablement eu lieu si le jour avait chassé la nuit et pris possession du monde. Ce lui fut un grand soulagement, car sans cela il serait devenu ses lettres de change. À 3 jours de vue, payé à M. Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite, de pure hypothèque sur les brouillards de l'Hudson. Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, à penser encore à tout cela, toujours et toujours et toujours, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé. Et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait, effectivement. Chaque fois qu'après un mûr examen il décidait, au-dedans de lui-même, que tout cela était un songe, son esprit, comme un ressort qui cesse d'être compliqué, retournait en hâte à sa première position et lui présentait le même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un songe ? Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné 3 quarts d'heure de plus. Alors, il se souvint tout à coup que le spectre l'avait prévenu d'une visite quand le timbre sonnerait 1 heure. Il résolut de se tenir éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée. Et considérant qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que d'avaler la lune, c'était peut-être la résolution la plus sage qui fût en son pouvoir. Ce quart d'heure lui parut si long qu'il crut plus d'une fois s'être rassoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'heure. L'horloge à la fin frappa son oreille attentive. Ding dong. 1 quart, dit Scrooge en comptant. Ding dong. La demi, dit Scrooge. Ding dong. Les 3 quarts, dit Scrooge. Ding dong. L'heure, l'heure, s'écria Scrooge triomphant, et rien d'autre. Il parlait avant que le timbre de l'horloge eût retenti. Mais au moment où celui-ci eût fait entendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur brilla aussitôt dans la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, de côté par une main invisible. Non pas les rideaux qui tombaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. Les rideaux de son lit furent tirés et Scrooge, se dressant dans l'attitude d'une personne à demi couchée, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les tirait.
aussi près de lui que je le suis maintenant de vous, et notez que je me tiens debout, en esprit, à votre coude. C'était une étrange figure, celle d'un enfant. Et néanmoins, pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard vu au travers de quelques milieux surnaturels, qui lui donnaient l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ses cheveux, qui flottaient autour de son cou et tombaient sur son dos, étaient blancs comme si c'eût été l'effet de l'âge. Et cependant, son visage n'était pas une ride, sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Les bras étaient très longs et musculeux, les mains de même, comme s'il eût possédé une force peu commune. Ses jambes et ses pieds, très délicatement formés, étaient nus comme les membres supérieurs. Il portait une tunique du blanc le plus pur, et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse, qui brillait d'un vif éclat. Il tenait à la main une branche verte de houx fraîchement coupée. Et, par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, il avait ses vêtements garnis des fleurs de l'été. Mais la chose la plus étrange qui fût en lui, c'est que du sommet de sa tête jaillissait un brillant jet de lumière, à l'aide duquel toutes ces choses étaient visibles, et d'où venait sans doute que dans ces moments de tristesse il se servait en guise de chapeau d'un grand été noir, qu'il tenait présentement sous son bras. Ce n'était point là, cependant, en regardant de plus près, son attribut le plus étrange aux yeux de Scrooge. Car, comme sa ceinture brillait et reluisait tantôt sur un point, tantôt sur un autre, ce qui était clair à un moment devenait obscur l'instant d'après. L'ensemble de sa personne subissait aussi ces fluctuations et se montrait en conséquence sous des aspects divers. Tantôt c'était un être avec un seul bras, une seule jambe ou bien 20 jambes, tantôt 2 jambes sans tête, tantôt une tête sans corps. Les membres qui disparaissaient à la vue ne laissaient pas apercevoir un seul contour dans l'obscurité épaisse au milieu de laquelle il s'évanouissait. Puis, par un prodige singulier, il redevenait lui-même, aussi distinct et aussi visible que jamais. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite ?»« Je le suis. » La voix était douce et agréable, singulièrement basse, comme si, au lieu d'être si près de lui, il se fût trouvé dans l'éloignement. « Qu'êtes-vous donc ?» demanda Scrooge. « Je suis l'esprit de Noël passé. »« Passé depuis longtemps ?» demanda Scrooge, remarquant la stature du nain. « Non, votre dernier Noël. » Peut-être Scrooge n'aurait pu dire pourquoi, si on lui avait demandé, mais il éprouvait un désir tout particulier de voir l'esprit coiffé de son chapeau, et il le pria de se couvrir. « Et quoi ?» s'écria le spectre. « Voudriez-vous sitôt éteindre avec des mains mondaines la lumière que je donne ? N'est-ce pas assez que vous soyez un de ceux dont les passions égoïstes m'ont fait ce chapeau et me forcent à le porter à travers les siècles, enfoncé sur mon front ?» Scrooge nia respectueusement qu'il eut l'intention de l'offenser, et protesta qu'aucune époque de sa vie il n'avait volontairement coiffé l'esprit. Puis il osa lui demander quelle besogne l'amenait. « Votre bonheur, » dit le fantôme. Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit l'eût entendu penser, car il dit immédiatement « Votre conversion, alors. Prenez garde. » Tout en parlant, il étendit sa forte main et le saisit doucement par le bras. « Levez-vous et marchez avec moi. » C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et le thermomètre bien au-dessous de glace, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant que ses pantoufles,
sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et qu'en même temps il avait à aménager son rhume. Pas moyen de résister à cette étreinte, quoique aussi douce que celle d'une main de femme. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. « Je ne suis qu'un mortel, » lui représenta Scrooge, « et par conséquent, je pourrais bien tomber. Permettez seulement que ma main vous touche là, dit l'esprit, mettant sa main sur le cœur de Scrooge, et vous serez soutenu dans bien d'autres épreuves encore. » Comme il prononçait ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en rase campagne, avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu. On ne pouvait plus en voir de vestiges. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps, car c'était un jour d'hiver, brillant de clarté, et la neige couvrait la terre. « Bon Dieu !» dit Scrooge en joignant les mains tandis qu'il promenait ses regards autour de lui. « C'est en ce lieu que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le regarda avec bonté. Son doux attouchement, quoiqu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans l'air, dont chacune était associée avec un millier de pensées, d'espérances, de joie et de préoccupations oubliées depuis longtemps, bien longtemps. « Votre lèvre tremble, » dit le fantôme. « Et qu'est-ce que vous avez donc sur la joue, là ?»« Rien, » dit Scrooge tout bas, d'une voix singulièrement émue. « Ce n'est pas la peur qui me creuse les joues. Ce n'est rien. C'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie, où vous voulez. »« Vous vous rappelez le chemin ?» demanda l'esprit. « Me le rappeler ?» s'écria Scrooge avec chaleur. « Je pourrais m'y retrouver les yeux bandés. » « Il est bien étrange, alors, que vous l'ayez oublié depuis tant d'années, » fit observer le fantôme. « Avançons. » Ils marchèrent le long de la route, Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'au moment où un petit bourg apparut dans le lointain, avec son pont, son église et sa rivière au cours sinueux. Quelques poneys aux longs crins se montrèrent en ce moment trottant vers eux, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants juchés dans des carrioles rustiques et des charrettes que conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient très animés et échangeaient ensemble 1000 cris variés, jusqu'à ce que les vastes campagnes furent si remplies de cette musique joyeuse que l'air mis en vibration riait de l'entendre. « Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, » dit le spectre. Elles ne se doutent pas de notre présence. Les gais voyageurs avancèrent vers eux, et à mesure qu'ils venaient, Scrooge le reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui, plus qu'on ne peut dire, de les voir? Pourquoi son œil, ordinairement sans expression, s'illuminait-il? Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait? Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'un à l'autre un gai Noël, en se séparant au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis? Qu'était un gai Noël pour Scrooge? Foin du gai Noël! Quel bien lui avait-il jamais fait? « L'école n'est pas encore tout à fait déserte, » dit le fantôme. « Il y reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. » Scrooge dit qu'il le reconnaissait, et il soupira. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux parfaitement connu de Scrooge, et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques d'un rouge sombre, avec un petit dôme surmonté d'une girouette. Sous le dôme, une cloche était suspendue. C'était une maison vaste, mais qui témoignait des vicissitudes de la fortune, car on se servait peu de ses spacieuses dépendances. Les murs en étaient humides et couverts de mousse, les fenêtres brisées et les portes délabrées. Des poules gloussaient et se pavanaient dans les écuries. Les remises et les hangars
était envahie par l'herbe. À l'intérieur, elle n'avait pas gardé plus de restes de son ancien état. Car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard à travers les portes ouvertes de plusieurs pièces, ils les trouvèrent pauvrement meublées, froides et solitaires. Il y avait dans l'air une odeur de renfermé. Tout, en ce lieu, respirait un dénuement glacial qui donnait à penser que ses habitants se levaient souvent avant le jour pour travailler et n'avaient pas trop de quoi manger. Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule, à une porte située sur le derrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte, que rendaient plus désertes encore des rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeuré tout seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura en se reconnaissant lui-même, oublié, délaissé comme il avait coutume de l'être alors. Pas un écho endormi dans la maison, pas un cri, des souris se livrent en bataille derrière les boiseries, pas un son produit par le jet d'eau à demi gelé, tombant goutte à goutte dans l'arrière-cour, pas un soupir du vent parmi les branches sans feuilles d'un peuplier découragé, pas un battement sourd d'une porte de magasin vide. Non, non, pas le plus léger pétillement du feu qui ne fit sentir au cœur de Scrooge sa douce influence et ne donnât un plus libre cours à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même, attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume étranger, visible comme je vous vois, parut debout derrière la fenêtre, avec une hache attachée à sa ceinture, et conduisant par le licou un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « C'est le bon vieil Ali Baba, l'honnête homme. Oui, je le reconnais. C'est un jour de Noël que cet enfant là-bas avait été laissé ici tout seul, et que lui, il vint, pour la première fois, précisément accoutré comme cela. Pauvre enfant. Et Valentin, dit Scrooge, et son coquin de frère, Orson. Les voilà aussi. Et quel est son nom à celui-là, qui fut déposé tout endormi, presque nu à la porte de Damas? Ne le voyez-vous pas? Et le palefrenier du sultan renversé sans dessus-dessous par les génies. Le voilà, la tête en bas. Bon, traitez-les comme ils le méritent. J'en suis bien aise. Qu'avait-il besoin d'épouser la princesse? Quelle surprise pour ses confrères de la cité, s'ils avaient pu entendre Scrooge dépenser tout ce que sa nature avait d'ardeur et d'énergie à s'extasier sur de tels souvenirs, moitié riant, moitié pleurant, avec un son de voix des plus extraordinaires, et voir l'animation empreinte sur les traits de son visage. « Voilà le perroquet, continua-t-il, le corps vert et la queue jaune, avec une huppe semblable à une laitue sur le haut de la tête. Le voilà! Pauvre Robinson Crusoe !» lui criait-il quand il revint au logis après avoir fait le tour de l'île en canot. « Pauvre Robinson Crusoe! Où avez-vous été, Robinson Crusoe ?» L'homme croyait rêver. Mais non, il ne rêvait pas, c'était le perroquet, vous savez. Voilà Vendredi courant à la petite baie pour sauver sa vie. Puis, passant d'un sujet à un autre avec une rapidité qui n'était point dans son caractère, touché de compassion pour cet autre lui-même qui lisait ses contes, « Pauvre enfant !» répétait-il, et il se mit encore à pleurer. « Je voudrais !» murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui après s'être essuyé les yeux avec sa manche. « Mais il est trop tard maintenant. »« Qu'y a-t-il » demanda l'esprit. « Rien, » dit Scrooge, « rien. Je pensais à un enfant qui chantait à Noël hier soir à ma porte. Je voudrais lui donner quelque chose. Voilà tout. » Le fantôme sourit d'un air pensif et de la main lui fit signe de se taire en disant « Voyons un autre Noël. » À ces mots, Scrooge fit son autre lui-même déjà grandi, et la salle devint un peu plus sombre et un peu plus sale. Les panneaux s'étaient fendillés, les fenêtres étaient crevassées, des fragments de plâtre étaient tombés du plafond, et les lattes se montraient à découvert.
Mais comment tous ces changements à vue se faisaient-ils? Scrooge ne le savait pas plus que vous. Il savait seulement que c'était exact, que tout s'était passé comme cela, qu'il se trouvait là, seul encore, tandis que tous les autres jeunes garçons étaient allés passer les joyeux jours de fête dans leur famille. Maintenant, il ne lisait plus, mais il se promenait de long en large en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis avec une triste hochement de tête, il jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. Elle s'ouvrit, et une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, entra comme un trait. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa plusieurs fois en lui disant « Cher frère, je suis venue pour vous emmener à la maison, cher frère !» dit-elle en frappant ses petites mains l'une contre l'autre, et toute courbée en deux à force de rire. « Vous emmenez à la maison, à la maison, à la maison !»« À la maison, petite Fanny ?» répéta l'enfant. « Oui, dit-elle radieuse, à la maison pour tout de bon, à la maison pour toujours, toujours. Papa est maintenant si bon, en comparaison de ce qu'il était autrefois, que la maison est comme un paradis. Un de ces soirs, comme j'allais me coucher, il me parla avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous ne pourriez pas venir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez. Et il m'a envoyé avec une voiture pour vous chercher. Vous allez être un homme, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Vous ne reviendrez jamais ici. Mais d'abord, nous allons demeurer ensemble toutes les fêtes de Noël et passer notre temps à la manière la plus joyeuse du monde. Vous êtes une femme, petite Fanny, s'écria le jeune homme. Elle battit des mains et se mit à rire. Ensuite, elle essaya de lui caresser la tête, mais comme elle était trop petite, elle se mit à rire encore et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Alors, dans son empressement enfantin, elle commença à l'entraîner vers la porte. Et lui, il l'accompagna sans regret. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. « Demandez la malle de Master Scrooge, allons !» Et en même temps, parut le maître en personne, qui jeta sur le jeune monsieur Scrooge un regard de condescendance farouche, et le plongea dans un trouble affreux, en lui secouant la main en signe d'adieu. Il l'introduisit ensuite, ainsi que sa sœur, dans la vieille salle basse, la plus froide qu'on ait jamais vue, véritable cave, où les cartes suspendues aux murailles, les globes célestes et terrestres dans les embrasures de fenêtres semblaient glacés par le froid. Il leur servit une carafe de vin singulièrement léger et un morceau de gâteau singulièrement lourd, régalant lui-même de ses friandises le jeune couple, en même temps qu'il envoyait un domestique de chétive apparence pour offrir quelque chose au postillon, qui répondit qu'il remerciait bien monsieur, mais que si c'était le même vin dont il avait déjà goûté auparavant, il aimait mieux ne rien prendre. Pendant ce temps-là, on avait attaché la malle de maître Scrooge sur le haut de la voiture. Les enfants dirent adieu de très grand cœur au maître, et montant en voiture, ils traversèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme des flots d'écume la neige et le givre qui recouvraient les sombres feuilles des arbres. Ce fut toujours une créature délicate qu'un simple souffle aurait pu flétrir, dit le spectre, mais elle avait un grand cœur. « Oh oui !» s'écria Scrooge, « vous avez raison. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire, esprit. Dieu m'en garde !»« Elle est morte mariée, dit l'esprit, et a laissé 2 enfants, je crois. »« Un seul, répondit Scrooge. »« C'est vrai, dit le spectre. Votre neveu. » Scrooge parut mal à l'aise et répondit brièvement « Oui. » Quoiqu'ils n'eussent fait que quitter la pension en ce moment, ils se trouvaient déjà dans les rues populeuses d'une ville où passaient et repassaient des ombres humaines, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, où se rencontrait enfin le bruit et l'agitation d'une véritable ville. On voyait assez clairement, à l'étalage des boutiques, que là aussi on célébrait le retour de Noël. Mais c'était le soir, et les rues étaient éclairées. Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, dit Scrooge, n'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise, assis derrière un pupitre si élevé que, si le gentleman avait eu 2 pouces de plus, il se serait cogné la tête contre le plafond, Scrooge s'écria, en proie à une grande excitation. « C'est le vieux Fezziwig, Dieu le bénisse.
c'est Fezziwig! Il est ressuscité! » Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda l'horloge qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces, depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela d'une voix puissante, sonore, riche, pleine et joviale. « Hola! Oh! Ebenezer! Dick! » L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entra lestement, accompagné de son camarade d'apprentissage. « C'est Dick Wilkins, pour sûr, » dit Scrooge au fantôme. « Oui, c'est lui, miséricorde. Le voilà. Il m'était très attaché, le pauvre Dick. Ce bien cher Dick. »« Allons, allons, mes enfants !» s'écria Fezziwig. « On ne travaille plus ce soir. C'est la veille de Noël, Dick. C'est Noël, Ebenezer. Vite, mettons les volets !» cria le vieux Fezziwig en faisant gaiement claquer les mains. « Allons, Toad, comment? Ce n'est pas encore fait ?» Vous ne croiriez jamais de quel cœur ces deux gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue avec des volets. 1, 2, 3, les mirent en place. 4, 5, 6, posèrent les barres et les clavettes. 7, 8, 9, et revinrent, avant que vous eussiez pu compter jusqu'à 12, haletant comme des chevaux de course. « Ohé, ohé !» s'écria le vieux Fezziwig, descendant de son pupitre avec une merveilleuse agilité. « Débarrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. Hola, Dick! Allons, preste, Ebenezer !» Débarrassés, ils auraient même tout déménagé s'il l'avait fallu, sous les yeux du vieux Fezziwig. Ce fut fait en 1 minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé comme pour disparaître à tout jamais de la vie publique. Le plancher balayé et arrosé, les lampes apprêtées, un tas de charbon jeté sur le feu. Et le magasin devint une salle de bal aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta au haut du grand pupitre, en fit un orchestre et produisit des accords réjouissants comme la colique. Puis entra Madame Fezziwig, un vaste sourire en personne. Puis entrèrent les 3 Miss Fezziwig, radieuses et adorables. Puis entrèrent les 6 jeunes poursuivants, dont elles brisaient les cœurs. Puis entrèrent tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles employées dans le commerce de la maison. Puis entra la servante avec son cousin le boulanger. Puis entra la cuisinière avec l'ami intime de son frère, le marchand de lait. Puis entra le petit apprenti d'en face, soupçonné de ne pas avoir assez de quoi manger chez son maître. Il se cachait derrière la servante du numéro 15, à laquelle sa maîtresse, le fait était prouvé, avait tiré les oreilles. Ils entrèrent tous, l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus hardiment, ceux-ci avec grâce, ceux-là avec gaucherie, qui poussant, qui tirant, enfin, tous entrèrent de façon ou d'autre et n'importe comment. Ils partirent tous, 20 couples à la fois, se tenant par la main et formant une ronde. La moitié se porte en avant, puis revint en arrière. C'est au tour de ceux-ci à se balancer en cadence, c'est au tour de ceux-là à entraîner le mouvement, puis ils recommencent tous à tourner en rond plusieurs fois, se groupant, se serrant, se poursuivant les uns les autres. Le vieux couple n'est jamais à sa place, et les jeunes couples repartent avec vivacité quand ils l'ont mis dans l'embarras, puis enfin, la chaîne est rompue et les danseurs se trouvent sans vis-à-vis. Après ce beau résultat, le vieux Fezziwig, frappant des mains pour suspendre la danse, s'écria « C'est bien !» Et le ménétrier plongea son visage échauffé dans un pot de porter spécialement préparé à son intention. Mais lorsqu'il reparut, dédaignant le repos, il recommença de plus belle, quoiqu'il n'y eût pas encore de danseurs, comme si l'autre ménétrier avait été reporté chez lui, épuisé, sur un volet de fenêtre, et que ce fut un nouveau musicien qui fut venu le remplacer, résolu à vaincre ou à périr. Il eut encore des danses, et des jeux, des gags touchés, puis encore des danses, un gâteau, une énorme pièce de rôti froid, une autre de bouillon froid, des pâtés au hachis et de la bière en abondance. Mais le grand effet de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, quand le ménétrier, fin matois, remarquez bien, un diable d'homme qui connaissait bien son affaire, ce n'est ni vous ni moi qui aurions pu en remonter, commença à jouer Sir Robert de Coverley. Alors s'avança le vieux Fezziwig pour danser avec Madame Fezziwig. Ils se placèrent en tête de la danse.
Et voilà de la besogne. 23 ou 24 couples à conduire, et des gens avec lesquels il n'y avait pas à badiner, et des gens qui voulaient danser, et ne savaient que ce que c'était que d'aller le pas. Mais quand ils auraient bien été 2 ou 3 fois aussi nombreux, 4 fois même, le vieux Fezziwig aurait été capable de leur tenir tête. Madame Fezziwig pareillement. Quant à elle, c'était sa digne compagne, dans toute l'étendue du mot. Si ce n'est pas là un assez bel éloge, qu'on m'en fournisse un autre, et j'en ferai mon profit. Les mollets de Madame Fezziwig étaient positivement comme 2 astres. C'étaient des lunes qui se multipliaient dans toutes les évolutions de la danse. Ils paraissaient, disparaissaient, reparaissaient de plus belles. Et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eurent exécuté toute la danse, avancez et reculez, tenez votre danseuse par la main, balancez, saluez, le tire-bouchon, enfilez l'aiguille et reprenez vos places. Fezziwig faisait des entrechats si lestement qu'il semblait jouer du flageolet avec ses jambes, et retombait ensuite en place sur ses pieds, droit comme un i. Quand l'horloge sonna 11 heures, ce bal domestique prit fin. Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte, et secouant amicalement les mains à chaque personne individuellement, lui aux hommes, elle aux femmes, à mesure que l'on sortait, il leur souhaitait à tous un joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que les 2 apprentis, ils leur firent les mêmes adieux, puis les voyous joyeuses se turent, et les jeunes gens regagnèrent leur lit placé sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant tout ce temps, Scrooge s'était agité comme un homme qui avait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, jouissait de tout, et éprouvait la plus étrange agitation. Ce ne fut plus que quand ces brillants visages de son autre lui-même et Dick eurent disparu à leurs yeux, qu'il se souvint du fantôme et s'aperçut que ce dernier le considérait très attentivement, tandis que la lumière dans sa tête était surmontée brillait d'une clarté de plus en plus vive. « Il faut bien peu de choses, dit le fantôme, pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. »« Peu de choses, répéta Scrooge. L'esprit lui fit signe d'écouter les 2 apprentis, qui répandaient leur cœur en louanges sur Fezziwig, puis ajouta, lorsqu'il eut obéi, « Et quoi? Voilà-t-il pas grand-chose? Il a dépensé quelques livres sterling de votre argent? 3 ou 4 peut-être? Cela vaut-il la peine de lui donner tant d'éloges ?»« Ce n'est pas cela, » dit Scrooge excité par cette remarque, et parlant sans s'en douter, comme son autre lui-même, et non pas comme le Scrooge d'aujourd'hui. « Ce n'est pas cela, esprit. Fezziwig a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre service devienne léger ou pesant, un plaisir ou une peine, que ce pouvoir consiste en paroles ou en regards, en choses si insignifiantes, si fugitives, qu'il est impossible de les additionner et de les aligner en compte. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand que s'il coûtait une fortune. » Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et s'arrêta. « Qu'est-ce que vous avez ?» demanda le fantôme. « Rien de particulier, » répondit Scrooge. « Vous avez l'air d'avoir quelque chose, » dit le spectre avec insistance. « Non, » reprit Scrooge, « non, seulement j'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Voilà tout. » Son autre lui-même éteignit les lampes au moment où il exprimait ce désir, et Scrooge et le fantôme se trouvèrent de nouveau côte à côte en plein air. « Mon temps s'écoule, » fit observer l'esprit. « Vite !» Cette parole n'était point adressée à Scrooge ou à quelqu'un qu'il pût voir, mais elle produisit un effet immédiat, car Scrooge se revit encore. Il était plus âgé maintenant, un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'avait point les traits durs et sévères de sa maturité, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude et de l'avarice. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, indice de la passion qui avait pris racine en lui. On devinait déjà de quel côté allait se projeter l'ombre de l'arbre qui commençait à grandir. Il n'était pas seul. Il se trouvait au contraire à côté d'une belle jeune fille vêtue de deuil, dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du spectre de Noël passé. « Peu importe, » disait-elle doucement, « à vous du moins. Une autre idole a pris ma place. Et si elle peut vous réjouir et vous consoler plus tard, comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas autant de raisons de m'affliger. »« Quelle idole a pris votre place ?
Le veau d'or. Voilà bien l'impartialité du monde, dit-il. Il n'y a rien qu'il traite plus durement que la pauvreté. Et il n'y a rien qui fasse profession de condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. Vous craignez trop l'opinion du monde, répliquait la jeune fille avec douceur. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à son mépris sordide. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, le lucre, vous ait absorbé. N'ai-je pas raison? Eh bien quoi, reprit-il, lors même que je serai devenu plus raisonnable en vieillissant, après, je ne suis pas changé à votre égard. Elle secoua la tête. Suis-je changé? Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris ensemble quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde par notre patiente industrie. Vous avez bien changé. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un autre homme. J'étais un enfant, s'écria-t-il avec impatience. Votre propre conscience vous dit que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui, répliqua-t-elle. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur, quand nous n'avions qu'un cœur, n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons deux. Combien de fois et avec quelle amertume j'y ai pensé? Je ne veux pas vous le dire. Il suffit que j'y ai pensé et que je puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre? De bouche, non jamais. Comment alors? En changeant du tout au tout. Votre humeur n'est plus la même, ni l'atmosphère au milieu de laquelle vous vivez, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie. Si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dit la jeune fille, le regardant avec douceur, mais avec fermeté, dites-le-moi, rechercheriez-vous ma main aujourd'hui? Oh non! Il parut prêt à céder en dépit de lui-même à cette supposition trop vraisemblable. Cependant, il ne se rendit pas encore. « Vous ne le pensez pas, dit-il. Je serais bien heureuse de penser autrement, si je le pouvais, répondit-elle. Dieu le sait. Pour que je me sois rendu moi-même à une vérité aussi pénible, il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui ou demain, comme hier, puis-je croire que vous choisiriez une femme, une fille sans dot, vous qui, dans vos plus intimes confidences, alors que vous lui ouvriez votre cœur avec le plus d'abandon, ne cessiez de peser toute chose dans les balances de l'intérêt et de tout estimer par le profit que vous pourriez en retirer. Ou si, venant à oublier un instant, à cause d'elle, les principes qui font votre seule règle de conduite, vous vous arrêtiez à ce choix, ne sais-je donc pas que vous ne tarderiez point à le regretter et à vous en repentir? J'en suis convaincu. C'est pourquoi je vous rends votre liberté de grand cœur, à cause même de l'affection que je vous portais autrefois, quand vous étiez si différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Il allait parler, mais elle continua en détournant les yeux. Peut-être, mais non, disons plutôt, sans aucun doute, la mémoire du passé m'autorise à l'espérer, vous souffrirez de ce parti, mais encore un peu, bien peu de temps, et vous bannirez avec empressement ce souvenir importun comme un rêve inutile et fâcheux dont vous vous féliciterez d'être délivré. Puisse la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendre heureux. Elle le quitta, ils se séparèrent. « Esprit, dit Scrooge, ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter? » « Encore une ombre !» cria le spectre. « Non, plus d'autres. Je n'en veux pas voir davantage. Ne me montrez plus rien. » Mais le fantôme impitoyable l'étreignit entre ses deux bras et le força à considérer la suite des événements. Ils se trouvèrent tout à coup transportés dans un autre lieu, où une scène d'un autre genre vint frapper leur regard. C'était une chambre ni grande ni belle, mais agréable et commode. Près d'un bon feu d'hiver était assise une belle jeune fille, qui ressemblait tellement à la dernière que Scrooge la prit pour elle. Jusqu'à ce qu'il aperçût cette dernière, devenue maintenant une grave mère de famille, assise vis-à-vis de sa fille. Le bruit qui se faisait dans cette chambre était assourdissant, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge, dans l'agitation extrême de son esprit, n'en pouvait compter. Et, bien différent de la joyeuse troupe dont parle le poème, au lieu de 40 enfants silencieux comme s'il n'en avait eu qu'un seul, chacun d'eux, au contraire, se montrait bruyant et tapageur comme 40.
La conséquence inévitable d'une telle situation était un vacarme dont rien ne saurait donner une idée. Mais personne ne semblait s'en inquiéter. Bien plus, la mère et la fille en riaient de tout leur cœur et s'en amusaient beaucoup. Celle-ci, ayant commencé à se mêler à leur jeu, fut aussitôt mise au pillage par ces petits brigands qui la traitèrent sans pitié. Mais voilà qu'en ce moment on entendit frapper à la porte. Et il s'ensuivit immédiatement un tel tumulte et une telle confusion que ce groupe, aussi bruyant qu'animé qui l'entourait, la porta violemment, sans qu'elle pût s'en défendre, la figure riante et les vêtements en désordre. Du côté de la porte, au devant du père qui rentrait suivi d'un homme chargé de joujoux et de cadeaux de Noël. Qu'on se figure les cris, les batailles, les assauts livrés au commissaire sans défense. C'est à qui l'escaladerait avec des chaises en guise d'échelle, pour fouiller dans ses poches, lui arracher les petits paquets enveloppés de papier gris, le saisir par la cravate, se suspendre à son cou, lui distribuer en signe d'une tendresse que rien ne peut réprimer, force coups de poing dans le dos, force coups de pied dans les os des jambes. Et puis, quel cri de joie et de bonheur accueille l'ouverture de chaque paquet. Quel effet produit la fâcheuse nouvelle que le marmot a été pris sur le fait, mettant dans sa bouche une poêle à frire du petit ménage. Et qui plus est que suspecté d'avoir avalé un dindon en sucre, collé sur un plat de bois. Quel immense soulagement de reconnaître que c'est une fausse alarme. Leur joie, leur reconnaissance, leur enthousiasme, tout cela ne saurait se décrire. Enfin, l'heure étant arrivée, peu à peu les enfants, avec leur émotion, sortent du salon l'un après l'autre, montent l'escalier 4 à 4 jusqu'à leur chambre, située au dernier étage, où ils se couchent, et le calme renaît. Alors Scrooge redoubla d'attention quand le maître du geôle du logis, sur lequel s'appuyait tendrement sa fille, s'assit entre elle et sa mère, au coin du feu, et quand il vint à penser qu'une autre créature semblable, tout aussi gracieuse, tout aussi belle, aurait pu l'appeler son père et faire un printemps du triste hiver de sa vie, ses yeux se remplirent de larmes. « Bella, dit le mari, se tournant vers sa femme avec un sourire, « j'ai vu ce soir un de vos anciens amis. »« Qui donc ?»« Devinez. »« Comment le puis-je ?»« Mais j'y suis, ajouta-t-elle aussitôt en souriant comme lui. »« C'est Monsieur Scrooge. »« Lui-même. Je passais devant la fenêtre de son comptoir et comme les volets n'étaient point fermés, qu'il avait de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt, dit-on. Il était donc là, seul comme toujours, je pense. Tout seul au monde. »« Esprit, dit Scrooge d'une voix saccadée, éloignez-moi d'ici. »« Je vous avais prévenu, répondit le fantôme, que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi, si elles sont celles qu'elles le sont, et non autre chose. »« Emmenez-moi, s'écria Scrooge, je ne puis supporter davantage ce spectacle. » Il se tourna vers l'esprit, et voyant qu'il le regardait avec un visage dans lequel, par une singularité étrange, se retrouvaient des traits épars de tous les visages qu'il avait montrés, il se jeta sur lui. « Laissez-moi » s'écria-t-il. « Ramenez-moi, cessez de m'obséder !» Dans la lutte, si toutefois c'était une lutte, car le spectre, sans aucune résistance apparente, ne pouvait être ébranlé par aucun effort de son adversaire, Scrooge observa que la lumière de sa tête brillait de plus en plus éclatante. Rapprochant alors dans son esprit cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui, il saisit l'été noir et par un mouvement soudain le lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière, qui s'échappait de dessous l'été noir et rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé et dominé par un irrésistible besoin de dormir. Puis bientôt, il se trouva dans sa chambre à coucher. Alors il fit un dernier effort pour s'enfoncer encore davantage. L'été noir, sa main se détendit, et il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un profond sommeil. Voilà, ainsi s'achève la lecture du début du célébrissime chant de Noël de Charles Dickens, que vous pouvez retrouver à la bibliothèque, d'ailleurs dans une version bilingue, anglais-français. Alors n'hésitez pas à venir et à poursuivre cette lecture par vous-même.